Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous présenter Christian Target, qui est vraiment l'icône du monde de la performance mentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Negno, j'ai créé une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio, je suis passionnée par l'entrepreneuriat et j'ai également un podcast qui s'appelle Le Gratin et cette chaîne YouTube où je parle avec vous justement de business. Alors dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir de recevoir Christian Target. Christian est quelqu'un vraiment qui mérite d'être connu, une personnalité iconique du monde du sport. Professeur d'EPS dans sa jeunesse, il a fait quand même l'école normale supérieure du sport. Il devient donc prof, puis assez rapidement s'intéresse au monde des athlètes de haut niveau et de la performance mentale. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée selon laquelle, si jamais on est bien dans sa tête, si jamais on a une forte estime de soi, qu'on a confiance, qu'on n'a pas de stress, eh bien on va mieux performer. Et ce qui est fou, c'est que ça marche vraiment. Christian l'a testé sur des athlètes dans le secteur de la natation, du football, du basketball, de la voile, de la planche à voile, bref, dans des secteurs extrêmement variés qui ont fait justement naître des champions. Au-delà de ça, ce qui est absolument passionnant, je trouve, et ce dont on a discuté dans l'épisode, c'est que tous ces principes s'appliquent non pas seulement au monde du sport, mais également à nos vies, à nous, personnes lambda, on va dire, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise, par exemple, ou même, pourquoi pas, dans notre vie personnelle. Se conditionner, visualiser, essayer d'avoir une conscience de soi qui est très forte, va nous permettre tout simplement d'être mieux, d'avoir une meilleure confiance en nous, et donc de réussir à mieux performer. Je trouve ça assez fou. J'espère que ça sera le cas pour vous. Et du coup, dans cet épisode, Christian nous a véritablement parlé en fait de cette méthode, la méthode Target qui fait référence aujourd'hui dans le monde du sport, comment l'appliquer, quels sont les outils qu'il a développés. Et puis aussi, on a parlé plus de son parcours à lui, du fait qu'il était très ancré dans le moment présent, que justement, il avait une raison d'être qui lui permettait d'être au mieux de sa vie et de ses performances. Vous verrez d'ailleurs que l'épisode a été tourné, et c'était plutôt agréable, je dois vous dire, à Nice, dans le jardin de Christian. Vous entendrez d'ailleurs des petits merles moqueurs ou des grives qui nous font parfois des petits chants. J'espère que ça ne vous dérangera pas. En tout cas, pour ma part, j'ai passé un excellent moment et je remercie Christian. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christian Target. Bonjour Christian, je suis ravie de vous accueillir sur le Gratin chez vous. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Pour commencer Christian, assez simplement, je voulais que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé à créer la méthode Target. Comment est-ce que vous êtes amené en fait à un moment donné à vous dire je vais essayer d'aider des athlètes de haut niveau à mieux, mieux travailler, à améliorer leur performance via le mental. Il y a une part de hasard et une part d'évidence. La part d'évidence, c'est que dans mon travail, je suis de formation sportive, donc depuis toujours, je m'occupe de sportifs. Et je m'occupe de former les sportifs. Et la part de hasard, c'est que j'ai été sollicité par Peugeot dans les années 86 sur la Coupe de l'Amérique pour faire un travail spécifique sur la tactique de bateau en Australie pendant 6 mois. Et puis j'ai commencé comme spécialiste tactique, je m'y suis ennuyé, j'ai terminé comme chargé un peu de la cohésion du groupe, sans aucune formation, simplement par intérêt. Voilà. Et puis c'est parti de là, 86. Et depuis, je me suis beaucoup intéressé, je développais, c'était un monde un peu inconnu. Je ne suis pas psychologue. Et c'est un peu ma chance, c'est-à-dire que je me suis ouvert à la psychologie, mais avec la formation sportive d'abord. Ce qui m'a permis d'inventer des choses un peu différentes des autres, tout en m'appuyant sur l'existant du moment. Mais je vais vous expliquer ça. Ben justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour peut-être les auditeurs qui ne connaissent pas votre méthode, finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi elle sert, en quoi elle consiste ? Alors ce que tout le monde, je pense, peut comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, dans un métier, on acquiert des compétences techniques propres à ce métier,
et on le met en œuvre avec un arrière-plan de compétences mentales. Quand j'entends compétences mentales, j'entends les émotions, l'énergie, enfin les gestions d'énergie, émotions, gestion d'estime de soi, de la concentration, etc. Et ce qui m'apparaît évident, c'est que ce sont les deux qui font qu'on est efficace, compétent ou incompétent. Et une autre évidence, c'est que si, par exemple, vous arrivez le matin à votre travail avec vos compétences techniques, mais que vous n'avez pas dormi de la nuit parce que bébé l'a empêché, ou bien parce que vous êtes en colère par rapport à la circulation, etc., c'est évident que la compétence mentale, gestion des émotions, va être un frein à vos compétences techniques. Vous allez perdre en compétences techniques et vous allez être imbuvable toute la journée, ce qui est aussi une autre compétence technique qui tombe. Donc ça, c'est l'évidence. Et tous les athlètes sont extrêmement sensibles à ça, et je dirais que tout le monde est sensible à ça, quel qu'il soit jeune ou âgé. C'est de tous âges. Et c'est un peu mon point de départ. À partir de là, j'ai appliqué au travail de coaching que j'ai commencé assez vite, dès les années 90, cette règle de développer et de chercher ce qu'il y avait dans les compétences mentales. Donc en fait, c'est une recherche de compétences mentales. Il y avait déjà des travaux qui étaient faits par les sophrologues, par certains psychologues, et puis c'est tout, on est dans les années 85-90. Donc j'y ai apporté des choses nouvelles. D'abord, j'ai pris ce qui existait, je l'ai simplifié, parce qu'on ne fait rien sur rien, hein. Il y a toujours un existant préalable pour tout le monde. Et puis j'ai apporté des choses nouvelles, ne serait-ce que l'entraînement mental. Pourquoi pas l'entraînement mental? Finalement. Et puis plein d'autres outils qui sont nés, parce que je suis d'une nature créative. Et j'ai construit un certain nombre d'outils. Et au bout d'un moment, je me suis dit aussi qu'il fallait mettre de l'ordre. Et l'ordre, pour moi, c'est un modèle. C'est-à-dire, quand on voit tous ces mots, concentration, qui sont galvaudés, hein. Maintenant, motivation, machin, il y a plein de stages sur la motivation entreprise, hein, des milliers. Quand on voit tout ça, on ne sait pas mettre de l'ordre entre tous ces mots-là. Donc j'ai cherché un modèle, j'ai créé un modèle. Ça m'a pris une dizaine d'années. J'en ai créé 4 ou 5, et le dernier, c'est le bon. Et ça fait 15 ans, 20 ans maintenant qu'il ne bouge plus. Et un modèle qui ne bouge plus, je suis drôlement content. Et je m'appuie dessus. Mais j'ai besoin d'un modèle pour comprendre ce que je fais. Et à partir du modèle, alors c'est pas compliqué, le modèle, c'est des boîtes qui sont organisées d'une certaine manière. Je les ai citées, les boîtes. Les boîtes, donc, celles qui sont la base, je peux expliquer? Bien sûr. Les boîtes qui sont en bas, c'est les boîtes de gestion d'énergie. C'est un vaste problème. La gestion des émotions, ça c'est le basique. Et puis j'appelle ça l'activation, et c'est ce qui donne la vie, la force. Et ensuite, vous avez en vertical, vous avez 2 autres boîtes. C'est la boîte estime de soi, dont on évite beaucoup de parler, parce que c'est très mal vu d'en parler. Et il n'y a pas longtemps que les organismes de formation font des stages sur l'estime de soi. Donc l'estime de soi et au-dessus la motivation. Les 2 choses étant liées, moi j'appelle ça l'équilibre. Donc l'équilibre s'appuie sur l'activation. Pas d'activation, pas d'équilibre, pas ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire la concentration, tout ce qui fait la pratique et la réussite. La concentration, c'est le cerveau. La concentration sur le présent, sur le futur et sur le passé. C'est 3 temps de l'action. Et au-dessus, vous avez la communication. Si tout va bien, la communication est bonne. La communication au sens comportemental, au sens outil, au sens écriture, toute la communication, tout ce qu'on peut faire en termes comportemental ou parler. Voilà, donc à partir de ce modèle-là, j'ai mis des outils dans chacune des boîtes. Et il y en a une soixantaine. Pour aider justement alors un sportif ou d'ailleurs des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, parce que maintenant j'ai vu qu'en fait au-delà du sport, vous avez étendu finalement cette méthode au monde de l'entreprise également, c'est assez adaptable. Oui, alors ça c'est particulier. Ce qui fait que j'ai mis des outils, c'est peut-être parce que je suis plutôt d'ordre pratique, nature pratique, mais c'est aussi parce que
les sportifs ont besoin très vite de comprendre quelque chose de concret. Ils veulent avancer. Quand je suis sollicité par l'équipe de France de basket pour Sydney, par exemple, j'y suis de formation sportive parce que je parle d'outils. Parce qu'il y avait eu avant moi une dame qui avait fait de la sophrologie, mais 8 jours de sophrologie, 8 jours de relaxation, il n'en pouvait plus. Et une psychologue aussi qui était venue. Les psychologues ont ont un outil préférentiel, c'est l'entretien. Mais il n'y a pas d'autre outil. Je parle du clinique. Ouais. Donc moi j'ai inventé des outils, j'ai récupéré des outils partout, j'en ai récupéré, créé. Il y avait aussi la PNL qui, elle, par contre, avait beaucoup d'outils qui étaient extrêmement intéressantes, mais à l'époque, ils avaient oublié l'estime de soi et les émotions. C'était un peu dommageable. Ils étaient spécialistes en communication, mais l'émotion n'existait pas. C'était un peu dommageable. Donc moi j'ai rajouté des émotions, l'estime de soi, ça me semble vraiment le cœur du problème. Et c'est là où il y a eu le plus d'outils. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Avec le présent, bien sûr, parce que tout ce qui se passe est dans le présent. Là, on est dans le présent, et moi je vis toujours dans le présent. C'est une capacité que j'ai particulière de vivre essentiellement dans le présent. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. C'est ce qui détermine j'allais dire bonheur, mais enfin mon équilibre. Justement, on dit, et j'ai lu d'ailleurs dans votre ouvrage, que finalement le fait que le sportif soit dans l'instant présent, qu'au moment où il fait sa performance, il soit vraiment ancré dans le maintenant, va faire aussi qu'il va réussir à avoir une meilleure performance parce qu'il n'est pas dans l'anxiété de se dire est-ce que je vais y arriver, ou il n'a pas justement de perte de confiance en lui parce qu'il est juste en train de faire ce pourquoi il a été formé, ce pourquoi il s'est entraîné des heures et des heures. Bien sûr, ça n'enlève pas le fait qu'il faut s'être entraîné beaucoup, d'avoir une bonne performance. Et donc ce moment présent, vous dites que vous êtes dedans, mais est-ce aussi une nécessité pour la performance d'un sportif, ou peut-être d'un orateur, ou de quelqu'un qui finalement doit exercer une performance? Alors d'abord, je vais vous embêter un peu avec un truc théorique. Oui, mais m'embêtez pas. On peut être dans le présent, on peut être dans le présent de l'action, immédiate à venir, dans ce qui se passe, là, juste devant. On peut être dans l'évaluation de ce qui se passe autour de soi. On peut être aussi centré sur soi. Oui, se comprendre. Son soi, hein, c'est son soi, son mal au coude, etc. Son mal au ventre, etc. On peut être aussi centré sur les stratégies, c'est-à-dire en fait comment je vais avancer. Ça, c'est 4 secteurs qui sont reconnus par la psychologie depuis très longtemps. Une particularité du cerveau, c'est qu'on ne peut être que dans un secteur à la fois de façon efficace. Ça, tous les chercheurs le disent depuis toujours. Et Dehaene, qui est l'un des plus grands actuellement spécialistes du cerveau, le conforte. On ne peut pas, pour des raisons de conformation du cerveau, être dans 2 secteurs à la fois de façon efficace. En résumé simple, on ne peut pas faire 2 choses bien en même temps. Vous connaissez probablement, les femmes sont capables de faire 2 choses en même temps, pas plus que les autres. Le mythe est tombé. Par contre, elles font 2 choses en même temps, mais il y en a forcément une qui prend le pas sur l'autre. Et puis les mecs, pareil, quoi. Voilà. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on est dans un autre secteur que l'action à venir, on perd en efficacité. L'autre jour, un coureur me dit, mais moi j'étais devant dans une épreuve à 4 au ski, aux Jeux Olympiques, j'étais devant, et je tombe, tout seul. Je lui dis, est-ce que par hasard, tu ne serais pas posé la question des gens derrière toi? Il me dit oui. Je lui dis, si tu te poses la question des gens derrière toi, tu n'es plus sur tes skis, tu es sur eux. Et tes skis, là, quelque chose le moindre truc, tu ne peux pas anticiper. Et une petite erreur que tu corriges normalement, tu ne la corriges plus, c'est trop tard, tu tombes. C'est ça, être sur l'action immédiate à venir. Être centré sur ce qui va venir. Imaginez un pilote de Formule 1 qui est en train de réfléchir à ce qui se passe loin devant, loin derrière, à son mal au genou, ou il est mort. Ouais. Ça va trop vite. Donc plus ça va vite, plus ça c'est évident. Mais on ne peut pas être dans plusieurs secteurs. C'est le gros truc. Alors, par contre, quand vous êtes dans l'action, il y a aussi une autre affaire. Hein. Vous êtes dans l'action et vous êtes avant l'action. Alors, avant l'action, il y a toutes les émotions, la peur de réussir, etc. Là, il faut justement éviter de trop se poser de problèmes. Il faut être dans le présent de ce moment-là pour baisser le niveau du stress.
Parce qu'on sait que dans l'action, il n'y a plus de stress. Il n'y a jamais d'anxiété dans l'action. Sauf s'il y a une erreur qui fait remonter tout le problème, c'est de rester dans l'action et de ne pas faire d'erreur. Et de rester concentré dans l'action. Ça, on est champion olympique, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi des erreurs qui se corrigent tout seuls. Il y a d'autres qui ne se corrigent pas toutes seules. Mais on est toujours fautif quand il y a des erreurs qui se font. Est-ce que je suis clair? Très clair, extrêmement clair. Et justement, ça m'amène à vous poser une question. Vous avez parlé plusieurs fois d'estime de soi, de confiance en soi, de l'importance de la confiance en soi pour être ancré dans ce moment présent. J'aimerais comprendre, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer simplement, mais quel est finalement le lien entre confiance en soi et le fait d'être ancré dans le moment présent? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un socle de confiance en soi solide pour réussir à ne pas justement penser est-ce qu'il va être meilleur que moi, est-ce qu'il va me rattraper, toutes ces choses qui nous polluent et qui font qu'on est moins performant? Moi, je fais une différence entre l'estime de soi et la confiance. Il y a un lien direct, c'est sûr, entre l'estime de soi et la confiance. Mais la confiance en soi, c'est un concept qui, pour moi, ne veut rien dire. Ou plus exactement, ça veut tout dire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon modèle qui contient, je répète, l'énergie, les émotions, l'estime de soi, la motivation, la concentration et la communication. Je n'ai pas parlé de confiance en soi. Ouais. Parce que la confiance en soi, c'est l'ensemble. La confiance en soi n'existe pas dans mon modèle. Elle est une boîte vide ou bien une boîte pleine qui contient tout le reste. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai observé, notamment chez les Canadiens et aussi chez les Français et aussi chez les Américains, que les outils qui servaient à développer la confiance en soi étaient les mêmes que ceux qui servaient dans les émotions, dans l'énergie et la communication. Donc je me suis dit, il y a un problème. Donc j'ai supprimé la boîte confiance en soi. Je ne parle que d'estime de soi. Par contre, les coureurs, les athlètes parlent de confiance en soi. Et quelqu'un qui me dit j'ai un problème de confiance en moi, je lui dis mais ça veut dire quoi? Et là, ça peut effectivement être un problème de gestion d'énergie, un problème d'émotion, un problème d'estime de soi aussi, un problème de motivation, un problème de concentration et de communication. Ça peut être tout et son contraire. Donc le mot confiance, je l'ai enlevé de mon vocabulaire parce qu'il est trouble. Et qu'est-ce que l'estime de soi alors pour vous? Alors l'estime de soi, c'est, pour moi, c'est à la fois, en termes techniques, la définition d'estime de soi classique, j'ai lu ça dans un bouquin, l'estime de soi, c'est être sûr de soi. J'ai écrit à mon collègue, je lui ai dit que ça ne me faisait pas beaucoup d'avancées. Moi, l'estime de soi, c'est d'abord connaître ses raisons d'être existentielles, connaître tout son système de croyances, qui peut être négatif, qui peut être positif, et connaître tous que j'appelle les critères de fragilité de l'estime de soi. Mais on va tourner en rond, c'est toujours la même chose. C'est les raisons d'être et ce sont les croyances. Mais c'est aussi des émotions compliquées ou mal gérées, c'est aussi une fatigue mal gérée, c'est vrai, une motivation. La motivation s'appuie sur l'estime de soi. Mais je répète, l'estime de soi, c'est d'abord des raisons d'être, qui vous mettent bien au sol, il doit y en avoir un certain nombre. Hein. Une raison d'être, je précise, c'est par exemple, ma raison d'être, moi, c'est le soleil et la liberté. Bon, ben là, si vous regardez autour de moi, je suis en plein dedans. Mais je suis dans moi aussi, quoi. Je suis chez moi, dans moi, sur mes 4 pieds. Plus la famille, elle est à côté, plus la peinture qui est à côté. Donc je suis, j'ai pas parlé de mental, hein, j'ai parlé de... qui n'est pas pour moi une raison d'être. Pas une raison d'être. C'est autre chose, c'est une capacité de communiquer, une capacité de travailler pour moi. Donc je suis sur 4 pieds, et c'est ça l'estime de soi. C'est 4 pieds que je connais. Pour illustrer cette notion de raison d'être, puisque vous me posez la question, mais tout le monde a connu ça, en même temps, j'ai perdu mes deux parents, en même temps, j'apprends que ma femme a une maladie grave, et en même temps, j'apprends que dans mon boulot, je ne peux pas faire ce que je veux. 4 raisons d'être qui tombent en même temps. Je suis déstabilisé. Quoi qu'il se passe,
au niveau de l'activation, quoi qu'il se passe, si je déstabilise ça, tout est déstabilisé. Et beaucoup de dépressions viennent de là. Il y a aussi les croyances. Je peux croire, par exemple, que je suis le plus beau. Je peux croire que je suis le plus intelligent. Si je le crois vraiment, il y a un moment donné, quelqu'un ou quelque chose qui me montrera que non, qui me démontrera que non, qui mettra ça en doute. Et si ça met en doute, ça va, même chose, ça va attaquer les raisons d'être, ça va attaquer l'estime de soi, qui va s'effondrer, tout l'ensemble va s'effondrer. Voilà, pour moi, c'est une boîte qui est vitale, centrale. Et comment faire pour la préserver, puisqu'elle est si importante pour la performance, mais aussi pour le bonheur, sincèrement? Comment faire pour la préserver quand justement on a ces accidents de la vie qui font qu'on la perd? Lorsque je travaille avec quelqu'un qui me dit qu'il est un peu déstabilisé, il ne sait pas trop où il est, puisque j'appelle ça l'équilibre, je lui demande quelles sont les raisons d'être. Et je m'aperçois très vite qu'il n'en a pas. Ou alors les raisons d'être sont quelque chose oui, il vient de perdre quelque chose d'important. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, j'ai perdu ta de ma famille, plus ça, je ne sais plus où je suis. Tu n'as plus d'appui. Donc je lui ai aidé à reconstruire d'autres appuis. Et surtout, je lui ai dit, les nouveaux appuis, ils ne vont dépendre que de toi, oui, pas des autres. C'est ça aussi qui est important. Parce que le travail dépend d'eux, la relation amoureuse dépend de l'autre aussi, le travail dépend aussi du patron. Il y a beaucoup de raisons d'être qui ne dépendent que des autres. Et puis, moi, je connais des personnes comme vous qui ne vivent que à 80% de leur travail. Et s'il y a un problème dans le travail, il ne se raccroche à aucune branche. D'où l'intérêt d'organiser son temps, d'organiser sa vie autour de raisons d'être qui soient solides, dépendantes essentiellement de soi. Et ça se travaille. Comment ça se travaille? Mais ça se travaille. Par exemple, si vous venez ici, vous me dites j'ai un problème d'estime, je ne me sens pas bien, on va travailler sur les raisons d'être. Je vais vite voir quelles sont vos raisons d'être, si elles dépendent de vous, si elles ne dépendent pas de vous. Je vais vite voir si vous en avez. La plupart du temps, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, je vais vous demander de les retrouver, de les organiser et de les cajoler, de les construire en fait. En fait, l'estime de soi est une construction. Mais l'estime de soi, c'est ce qui est le plus volage. Pour moi, c'est ce qui un jour est fort, le lendemain est bas, un jour est fort, un jour est bas. Donc il faut constamment être à l'écoute de son estime de soi, et être à l'écoute de son estime de soi, c'est être, pour moi, est-ce que je suis dans mes raisons d'être? Moi, quand je me lève le matin, je regarde la mer, j'ai la mer, j'ai le soleil, je suis chez moi, je suis sur mes pieds, et puis je suis en train de lire quelque chose qui m'intéresse, qui ne dépend que de moi. Et puis je vais prendre la nourriture que j'ai envie, que je ne dépend que de moi. Et puis ma camarade habite chez elle, comme ça je ne dépends que de moi. Et donc je me garantis un certain équilibre. Je réponds à votre question. Et je les choisis, c'est-à-dire que je les valorise. Je fais tout dans ma vie pour les aider, les raisons d'être. Il y a aussi un autre aspect qui est important, je dis les croyances. Si les croyances sont cohérentes, si elles ne sont pas limitantes, si elles sont positives et dynamisantes, je vais être à peu près, si elles sont nuancées, si elles ne sont pas excessives, je vais être à peu près dans des zones que je peux préserver. Je ne vais pas buter sur quelque chose. Une croyance fréquente, par exemple, je m'interdis de faire des erreurs. Celle-là, je la trouve 8 fois sur 10. Quelqu'un qui a la croyance « je m'interdis de faire des erreurs », à la première erreur, il se plante. Or, on ne progresse que par les erreurs. La vie est une succession d'erreurs corrigées. Donc, il y a toute une pratique à faire pour accepter l'erreur. Vous connaissez bien le discours de Mandela. Donc, c'est formidable. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment une philosophie, mais c'est une philosophie qu'il faut mettre en pratique. Donc ça fait partie. Les croyances, c'est des choses qu'il faut. Voilà. Les croyances, je fais un tout petit arrêt sur les croyances. Les raisons d'être, on peut les construire, on peut les choisir. On peut je l'ai dit, cajoler, on les remettre en ordre. Si on n'a que 2, on est en déséquilibre. Si on a 3, on tient un peu près debout. 4, c'est parfait. Mais on en a plein d'autres. On a le cinéma, on a les lectures et tout. Mais quelle hiérarchie il y a dedans? Est-ce que tout ça dépend de moi? Ce qui dépend de moi, je le mets là.
Je peux sans arrêt le reconstruire. Les croyances, c'est un petit peu plus vicieux parce que les croyances, c'est un petit peu plus vicieux parce que c'est, disent les chercheurs, une configuration neuronale. C'est-à-dire que c'est un automatisme en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit et qui se redéclenche sur des perceptions presque automatiquement. Donc c'est à la limite quelque chose qui est inscrit dans votre cerveau, qui est très difficile à déconstruire, de même qu'il est très difficile de se déconstruire un automatisme. Si vous jouez au tennis, vous avez un mauvais automatisme, en trouver un autre, c'est compliqué. Moi je dis qu'on ne déconstruit pas une croyance, on en construit une autre à côté. Vous avez déjà, j'imagine, dans votre carrière, rencontré des sportifs qui avaient des croyances négatives qui impactaient leur performance, que vous avez aidé à corriger et compenser? Oui, c'est une des premières recherches que je fais. Mais comme j'ai un diagnostic, je vois tout de suite ceux qui sont bloqués sur les croyances. Mais j'ai mon expert comptable qui est venu me voir l'autre jour. Il est gai, tout va bien. Puis, le test me dit attention, attention, il y a des croyances trop limitantes. Donc, je lui pose la question et c'est évident qu'elle me dit ben oui. Et je lui dis tu sais d'où elle vient? Il me dit je sais d'où elle vient. Et tu fais quelque chose? Ben non, ben on va travailler dessus. Donc il y a tout un travail on appelle ça la déconstruction de la croyance et de reconstruction d'une nouvelle croyance. Tout un travail. Ça, c'est la PNL a très très bien travaillé là-dessus. Je n'ai fait que reprendre le travail déjà développé par la PNL. Ça, ils ont bossé vraiment très très bien là-dessus. Là, je leur rends hommage. Voilà pour l'estime de soi. Ce sont mes deux outils principaux. Il y en a un troisième, je ne vais pas trop vous charger. Encore une question quand même sur votre méthode et tout votre travail avant qu'on parle un peu plus de vous. Je voulais parler de visualisation. Je crois que c'est aussi une partie importante de votre méthode et notamment du travail du sportif pour réussir à bien se projeter dans l'instant présent, justement. En quoi est-ce que la visualisation, justement, est utile à la performance? Ben, moi, je dirais qu'elle est utile, pas seulement à la performance, elle est utile dans la vie. L'imagerie, c'est la représentation de soi ou de l'image ou de soi dans le monde ou d'un soi intérieur. Mais beaucoup de gens font ça, mais ne savent pas l'utiliser. L'intérêt de l'imagerie, pour moi, c'est de mieux se connaître. Quand on fait de la méditation, on est constamment en imagerie. Dès qu'on active le cerveau et qu'on a des représentations de situations, on est en imagerie. La seule différence de ce que j'ai fait par rapport à ce qui existait déjà, parce que là aussi, j'ai emprunté quelque chose qui existe depuis au moins 100 ans, et puis quand même que les extrêmes orientaux ont développé mieux que nous. Je mets simplement de l'ordre pour que les gens aillent chercher ce qui est important chez eux. Dans tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, etc., on a tous des dominantes. Je les aide à trouver leurs dominantes. Quand on trouve leurs dominantes, il y a généralement des mots qui sont moteurs, des comportements moteurs qui font que, avec ça, on peut aller vite vers l'essentiel. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que le cerveau, dans l'activité, par exemple, je suis sauteur en hauteur, le cerveau se fout éperdument que je saute en hauteur ou que je me représente le saut en hauteur. Pour lui, c'est pareil. D'où l'intérêt de faire de l'imagerie, qu'on appelle la répétition mentale, qui développe autant, mais ça a été démontré par les chercheurs depuis très longtemps, ça a la même puissance que l'activité. L'idéal étant évidemment de faire les deux. Mais si vous avez quelqu'un qui est blessé, et ça m'est arrivé, moi, un champion du monde de voile qui se fait une double fracture du tibia péroné, c'est dur. Donc, il se met 6 mois à récupérer, et tous les jours, il avait une demi-heure à 1 heure de travail sur l'image de lui, champion du monde, avec tout ce que ça comporte aussi de technique. Et puis l'image des autres champions du monde.
Et l'année suivante, même place. C'est-à-dire qu'il est 6e avant son accident mondial, ils reprennent la compétition, il est 6e. C'est-à-dire que ça entretient complètement les schémas moteurs, les automatismes. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième, c'est la projection mentale, qui est une capacité spécifiquement humaine de se projeter dans le futur. C'est la méthode Coué. La méthode Coué, elle a beaucoup d'avenir devant elle. Si on se projette dans le futur, on fait fonctionner le cerveau de façon électrique. Vous savez que le cerveau, c'est jamais que l'électricité et de la chimie. On crée des configurations, on crée des automatismes que l'on retrouvera dans le futur. Quelqu'un qui répète ce qu'il veut faire dans le futur, lorsqu'il va être devant la situation, ça va lui sembler normal parce que son cerveau connaît déjà la situation. Il n'a plus qu'à s'adapter. Ça, c'est extrêmement puissant. Tous les grands le disent. Hein. Tous ceux qui disent « je voulais y être et je m'y voyais ben, », très souvent, ils y vont. Et ils y sont. Mais je donnais l'explication. C'est que vous créez votre futur. C'est le troisième gros avantage de l'imagerie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'adapte à autre chose que le sport? Mais, moi, je ne fais pas de différence entre l'automatisme de sport et l'automatisme. Quand je dis compétence technique au début de l'entretien, moi, c'est la compétence technique sportive ou la compétence technique professionnelle, quelle qu'elle soit. Quand j'ai, il y a 2 ans, un jeune qui prépare le concours de médecine, il a des compétences techniques énormes. Et puis il a un stress énorme parce qu'il a eu un trou noir à l'épreuve blanche. Donc il suffit que j'enlève le trou noir et ses compétences techniques redeviennent normales. C'est plus compliqué, je vous le dis. Mais enfin bon, il est rentré, je ne sais plus, 500 ou 800e sur 9000 en France et il est sorti 100e. Alors que dans l'examen blanc, il était 3000e. Ben oui, trou noir. Donc c'est bien le stress qui a bousillé ses compétences techniques. C'est exactement la même démarche. Un athlète qui stresse avant une compétition, c'est un athlète qui perd ses moyens. Moi, je dis que j'adore travailler ce que j'appelle les championnats du monde de l'entraînement. Et j'en ai eu au moins 3 dans ma vie. Et les championnats du monde de l'entraînement, dans l'année, ils sont champions du monde, puisqu'ils ont les compétences techniques. Parce que j'ai lissé, j'ai diagnostiqué, j'ai enlevé, et puis voilà. C'est pas très compliqué. Par contre, celui qui n'a pas les compétences techniques, le mental, ne peut rien y faire, contrairement à ce que quelquefois on entend dire. Oui, vous disiez à l'instant, finalement, contrairement à l'image d'Épinal, c'est pas tout l'imagerie mentale et c'est pas tout non plus la préparation mentale. Il faut aussi qu'il y ait le bagage quand même technique derrière. C'est-à-dire que c'est finalement ce qui va faire que la technique va pouvoir s'épanouir et va pouvoir apporter et performer et devenir la meilleure. Mais elle ne fait pas tout non plus, cette préparation mentale. Mais oui, c'est vraiment un basique qu'il faut dire et répéter. Si on veut réussir, si on réussit avec ses compétences techniques et ses compétences mentales. Mais les compétences mentales, je le redis, ne changeront pas et ne feront pas avancer les compétences techniques qui n'existent pas. Il faut s'équiper des deux en même temps. Or, le système éducatif français fait qu'on équipe les gens de compétences techniques à tout niveau, hein. Que ce soit les grandes écoles ou que ce soit les petites primaires, c'est pareil, mais on oublie de s'équiper de compétences mentales. Ça devrait être leur travail à l'école, c'est le travail de l'école. Mais ça, c'est à dire et à redire. Le mental ne change rien à la valeur des compétences techniques, elle permet simplement de s'exprimer, de les laisser s'exprimer au maximum. Christian, si on revient en arrière, j'aimerais parler de votre enfance, de parler de qui vous étiez quand vous étiez petit. Est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes né, que faisaient vos parents, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne me semble pas très important. C'est qu'à force de vivre dans le présent, le passé n'a plus beaucoup d'importance. Je n'y retourne quasiment plus, sauf de temps en temps pour faire un hommage à ma mère, un hommage à mon père, mais c'est tout. Tout le reste n'est pas important. Je vis dans le présent, je ne vis pas dans le futur non plus, je n'ai pas de projet. Les projets s'inscrivent dans le présent
Et tout ce qui est passé est passé. Donc je n'y retourne pas. Que ce soit réussite ou échec. Je, je, je suis quelquefois étonné de même pas me souvenir de où j'étais à telle année, à tel endroit. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Vous en rappelez? Ah ben moi, étiez intéressé je par le suis, sport? je suis de la génération né en 40, donc je suis de la génération d'après-guerre, donc de la génération de l'ascenseur, machin, enfin, c'était le service public, quoi. Et puis pour des raisons familiales, je suis rentré dans un système d'enseignement. Moi, je suis prof de d'EPS. J'ai fait l'école normale supérieure d'éducation physique, donc qui était à l'époque un truc assez haut de gamme, un peu décalé par rapport aux objectifs, mais assez haut de gamme en termes d'entrée. Voilà, et puis j'ai enseigné 2 ans et puis terminé. Après, j'ai fait autre chose. Qu'est-ce que vous avez fait? Après, j'étais jeunesse et sport. Donc après, j'ai fait autre chose, mais toujours dans le monde du sport. Après, je me suis intéressé à la voile essentiellement. Et j'ai créé tout un système d'enseignement, notamment en planche à voile, qui était un phénomène neuf. C'était un monde neuf. Et j'ai créé un truc d'enseignement qui a fait le tour de France. Ça m'a été, ça, voilà une réussite. Mais je l'ai oublié. C'est un truc qui a été très apprécié. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que c'est apprécié maintenant en Allemagne. Mais en France, où on ne sait pas trop garder les trucs qui marchent, on a mis autre chose à la plage qui ne marche pas très bien. Mais bon, c'est la petite histoire. Comment vous êtes tombé dans la planche à voile? Alors, je suis tombé dans la planche à voile tout à fait par hasard. Un jour, je vais aux Antilles faire un stage de formation. Ils avaient juste oublié d'organiser le stage de formation. Donc, je me suis retrouvé, il y avait un championnat du monde de planche qui était dirigé par des copains. Donc j'ai fait le tour dans la planche à voile et puis on a décidé là d'organiser la planche à voile, lui au plan international, l'autre, on était 3, l'autre au plan olympique et moi au plan pédagogique. Donc on a pris ça en main au niveau de la Fédération française de voile. Voilà comment je suis tombé dedans. Et vous avez fait beaucoup de planche à voile aussi alors? Oui, bien sûr, hein, ça fait partie du jeu. Et voilà, mais c'était truc tout à fait par hasard. Moi, je crois beaucoup au hasard à condition de savoir le saisir. Il faut être là pour le prendre quand il passe, mais il passe toujours. C'est vrai. Et là, on est dans l'estime de soi. Celui qui a une bonne estime de soi va avoir les bras ouverts pour accueillir. Celui qui a une estime de soi insuffisante va fermer les bras. Et ça vient pas. C'est pareil en amour. Si vous êtes fermé, c'est bizarre, vous ne rencontrez pas. Les bras ouverts, vous rencontrez. Donc moi, pour l'essentiel, sauf quelques parties de ma vie comme tout le monde, j'ai les bras ouverts. Et ça, c'est quelque chose que vous avez eu très tôt dans votre vie, parce que c'est assez sage comme manière de voir les choses. Et c'est vrai que quand voilà, on débute dans la vie, parfois on est impatient. Et on est parfois un peu aussi, on se dit qu'on n'a pas de chance. Je ne l'ai pas formalisé comme ça, je me suis même posé la question. Avec les mots liberté, soleil, je me suis dit, tu es quand même individualiste dans une société qui l'est de plus en plus, c'est pas très bien. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était idiot, puisque je passe mon temps, et j'ai quand même maintenant de l'âge, je passe mon temps à aider les autres. Ben c'est ça, vous dites que donc, vous êtes individualiste, mais... Oui, mais moi je doute systématiquement. Je suis dans un... Je pense que la vie est incertaine. Je pense que la vie est incertaine, ou en tout cas, le monde dans lequel on vit est plein d'incertitudes, ce qui explique un peu les montées et les descentes. On vit quand même en sinusoïde. Celui qui me dit le contraire, généralement, je lui demande rapidement qu'il ment, ou qu'il se ment, pardon. Et que dans le monde d'incertitude, si vous ne doutez pas, vous êtes mort. Si vous n'avez pas un sens de la nuance exacerbé.
Et si vous n'acceptez pas que le monde demain est incertain, vous pouvez vous rentrer dans le premier escalier qui tombe, vous tombez, quoi. Donc ça, le doute me semble être une remise en cause nécessaire en permanence. Et ce qui est fou, c'est de réconcilier le doute et l'estime de soi. Parce que moi, qui n'y connais pas grand-chose, je me dirais, quelqu'un qui a de l'estime de soi, il doute jamais. Mais non, parce que justement, ce que je vous expliquais, c'est l'estime de soi, elle se détériore très vite. Pour des raisons l'estime de soi est très sensible aux émotions. L'estime de soi est très sensible à l'énergie. Donc, si vous avez par exemple une blessure physique, elle peut très bien se transformer en blessure d'estime de soi. Si vous avez un échec plus ou moins important, plus ou moins grave, ça peut très bien attaquer l'idée que vous avez de l'estime, surestime, sous-estime. Donc l'estime de soi, c'est ce qui est le plus sensible. C'est vraiment une sinusoïde. Et c'est une sinusoïde qui monte ou qui descend. Et pour moi, la préparation mentale, c'est quand tout va bien, c'est prévoir que ça va baisser naturellement derrière et être prêt à réagir. Et avoir les outils pour réagir. Avoir les outils, sur les 60 que je propose, les gens récupèrent entre 5 et 10. Mais 5 et 10 opérants. Donc si vous avez une baisse d'estime de soi qui peut arriver, vous êtes prêt à réagir. Donc vous allez descendre moins, et puis vous allez remonter plus vite. C'est tout simple. Christian, est-ce que on parle d'estime de soi, est-ce que vous avez déjà vécu un échec, un moment de doute très fort, une erreur importante que vous pourriez partager avec nous, et surtout les enseignements que vous en avez tirés? Vous me renvoyez dans le passé encore. Échec. Non, je vois pas d'échec. J'en ai eu comme les autres certainement, mais pour répondre quand même à votre question, hier j'ai fait une grosse bêtise, par exemple, que je considère une grosse bêtise entière. Une dame qui m'appelle pour un truc financier, et puis l'université c'est quand même des mondes administratifs terribles. Et puis je lui dis que je vais chercher une information que je ne trouve pas, je m'énerve, et je pense qu'elle a coupé. Et je m'énerve, et je m'énerve, et je m'énerve. Et à un moment donné, je la traite de tous les noms parce qu'elle ne rappelle pas. Sauf qu'elle était à l'écoute. Donc là, j'ai été, je dirais, très emmerdé, parce que j'étais quand même excessif, même si elle peut se comprendre. Elle a pris des noms d'oiseaux dans la figure. Je me suis excusé, bien sûr, et je me suis dit tout de suite, bon, tu t'excuses, déjà, ton erreur, c'est une erreur quand même, ça, relationnelle. Surtout que c'est elle qui gère tous les problèmes de fric, de je sais pas quoi. Et cette erreur relationnelle, je me suis dit, bon, tu sais que ça va te durer une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, tu fais ce qu'il faut, tu fais autre chose. Et au bout d'une demi-heure, j'avais oublié. Mais je savais que j'allais la corriger. Je savais que comme je m'étais excusé, j'ai fait une lettre d'excuse, je ne vais pas faire moins. Ça a réglé le problème, parce que je considère que c'est une erreur relationnelle grave. C'est un exemple, quoi, mais je savais que ça allait disparaître, effectivement. Donc comme les émotions n'ont pas été touchées, tout l'édifice, énergie, motivation, estime de soi qui est à côté, et la concentration pour faire autre chose n'a pas été touchée. Ça aurait pu durer toute la journée, ça aurait pu durer 2 jours. Et je pense que la force, c'est de gérer l'erreur au plus vite. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au moment où vous commettez l'erreur, d'une certaine manière, vous vous fixez une date butoir où vous estimez le temps de la réparation ou le temps où vous allez être troublé. C'est-à-dire que plutôt que de plonger à corps perdu dans l'erreur et de déprimer et d'être pas content, etc.,
vous dites ça va durer une demi-heure et vous vous donnez les moyens aussi que ça dure qu'une demi-heure et pas pendant Oui. 48 heures. Il y a trois types d'erreurs pour moi. Il y a l'erreur légère, c'est celle qui se guérit toute seule. C'est celle que vous faites quand vous ratez une marche, vous la récupérez. C'est l'erreur que vous corrigez naturellement. Euh, c'est, euh, ensuite, il y a l'erreur pénalisante et l'erreur grave. L'erreur grave, c'est celle qui met très longtemps à être récupérée. Celle-là, j'en ai pas en mémoire. Peut-être parce que je les transforme en pénalisantes. Et l'erreur pénalisante, j'ai une technique que j'appelle les 4 R. La première, c'est de respirer profondément. La deuxième, c'est de switcher très fort, c'est-à-dire de basculer sur autre chose qui est positif. La troisième, c'est de redonner un objectif par rapport à l'erreur, par rapport à ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire de cette fille et j'ai décidé de faire un mail d'excuses. Ça a tout calmé. Et après, de me reconcentrer sur autre chose. C'est les 4 R que j'applique régulièrement et que j'apprends aux autres. Oui, pour éviter que l'erreur devienne une erreur grave. Et pour moi, les 4 R, si les 4 R, je sais qu'ils vont durer une demi-heure selon la gravité. Là, je me suis rendu compte quand même que c'était pas très très grave. Mais c'était émotionnellement quand même, vu les mots que j'ai employés. J'aurais bien aimé être là pour voir ce qui s'est passé parce que elle a les oreilles qui sifflent, cette dame. Une autre question, Christian, on arrive à la fin, c'est est-ce qu'il y a une maxime, est-ce qu'il y a des mots, est-ce qu'il y a une citation qui vous parle, qui vous correspond, qui vous touche, que vous pourriez partager avec nous? Alors comme ça, non, je vous ai parlé d'incertitude, je vous ai parlé de nuances. Je ne vous ai pas parlé de sagesse. Sagesse, pour moi, c'est précisément prendre le train quand il est déjà parti. Donc, prendre le train quand il est déjà parti. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez ce que vous voulez dire par là. La sagesse, c'est se mettre sur un piédestal. C'est les vieux qui sont sages, hein, c'est bien connu. Ils sont vieux parce qu'ils ont vécu des choses différentes, variées. Mais les vieux sont aussi sensibles que les jeunes. Moi, je suis parti de la catégorie des vieux et j'ai les mêmes sensibilités que les jeunes ou que les... Peut-être que les tout jeunes et les ados ont des sensibilités différentes qui m'échappent maintenant. Mais entre les vieux, entre les gens de 30 et les gens de 80, même sensibilité. Il y a les mêmes dépressions, il y a les mêmes systèmes, il y a les mêmes écueils. Il y a simplement que je suis plus armé parce que j'ai produit des choses, des outils que j'utilise moi-même. Mais c'est tout. Donc la sagesse consisterait à expliquer aux autres ce que vous avez fait, mais que vous ne vivez plus. Mais c'est faux. C'est pour ça que c'est prendre le train quand il est déjà parti. Si le train est parti, ben, vous êtes sur le quai. Donc j'aime pas beaucoup ce truc de sagesse, mais je ne suis pas le seul à partager ce point de vue. Peut-être même que la citation ne m'appartient pas, je ne suis pas bien sûr. Et puis voilà, moi j'aime la notion d'incertitude et la notion de doute. Contrairement à ce qu'on dit aussi, que la vieillesse était une période merveilleuse, etc. Tout le monde sait maintenant que c'est complètement faux. Donc c'est une période où l'incertitude est doublée par l'approche de la mort, qui est un problème pour tout le monde parce qu'il ne l'évoque pas, enfin il ne la traite pas. Donc c'est une période très compliquée. Donc l'incertitude, c'est toute la vie. Et la nuance, c'est autre chose. La nuance, c'est ne pas être dans des excès, soit idéologiques, soit déclaratifs. Parce que c'est toujours une indication de trop, de décalé. C'est toujours une fragilité. Moi, tout le diagnostic que j'ai, le questionnaire que j'ai, il faut se retrouver plutôt au milieu, jamais trop, jamais pas assez. Je crois assez fort. Et d'ailleurs, j'ai lu une émission, j'ai acheté le bouquin tout de suite d'un certain Birnbaum, qui est aussi, Jean Birnbaum, qui est aussi responsable du Monde des livres, et qui a écrit un bouquin, Le courage de la nuance. Et c'est intéressant parce qu'il va puiser dans tous les grands auteurs, à une époque quand même où il y avait beaucoup d'idéologies, hein, les années 60, les années 50, 60, les idéologies, ça y allait. Hein. Elles étaient destructrices et c'était extrêmement facilitant. C'est très facile de se mettre derrière un chef.
Et à la limite, c'est aussi facile d'être chef quand on sait que les autres vont se mettre derrière vous. Je fais allusion à personne. Hein. Donc, je veille à éviter d'être trop excessif. Et quand je le fais, je me fais ma propre critique. Et quand je ne le fais pas, ma petite camarade le fait pour moi. Vous l'avez bien choisi alors. Elle a cette fonction aussi. Une dernière question pour vous, Christian, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres, au-delà du vôtre bien sûr, qui vous ont particulièrement marqué, qui ont impacté votre vie, qui vous ont fait réfléchir, lesquels et pourquoi? Alors, les livres, non. Hein. Les personnes, oui. Ou des personnes? Morin. Bon, Morin, par exemple, Edgar Morin, c'est quand même l'exemple d'une vie variée, intéressante, universitaire mais transversale au lieu d'être verticale. Et lui, il a un transversal parfait. Et pour lui, vraiment, pour moi, c'est la vie créatrice, quoi, par excellence. Et il écrit encore, et je lis toujours avec intérêt ce qu'il dit. En plus, c'est simple, facile à comprendre, et c'est toujours très humain. Donc, moi, j'ai connu Morin dans les années 70, où son travail, c'était sur la complexité. Et puisque la complexité m'a beaucoup intéressé, qui a été ensuite remplacée par la simplicité de Berthoz, il a commencé vraiment technique, et maintenant il termine humain, simple et généreux. Donc je le suis très régulièrement, il produit un bouquin, il a 100 ans maintenant je crois. Il produit un bouquin tous les ans, je suis ça, et j'adore. Donc le personnage. Je n'ai pas de bouquin, j'ai toute une série de bouquins. Je crois que la fonction du bouquin pour moi c'est d'être là, et de pouvoir y aller. Rentrer dedans, rentrer par la table des matières, et puis accrocher un mot et rentrer dedans. Mais je ne peux pas dire que je sois passionné par un bouquin, que le bouquin m'a marqué. Ou alors j'ai oublié, puisque vous savez, le passé, ça ne vous intéresse pas. Très vite. Par contre, je crois que j'intègre beaucoup de notions de ce qui se fait. Ça accroche à des choses qui existent déjà, ou bien ça en invente d'autres à côté. Christian, merci beaucoup. Je vais cesser de vous poser des questions sur votre passé. J'ai compris que ce n'était pas le moment. En tout cas, je vous souhaite... C'est pas un problème de moment, hein, c'est un problème de conception de la vie. Exactement, ce n'est pas une bonne philosophie. Donc on va maintenant boire un verre ensemble dans le présent, profiter de la belle vue de la mer et du soleil. Et je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté ce moment en ma compagnie. Merci à vous. Que je garderai malgré tout en mémoire.